Bon frère et soir, messieurs, dames, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. Y a-t-il un lien de causalité entre la déclaration de Haruna Amadou Maïga, coordinateur du comité Union Tillabéri, et son interpellation hier à la police judiciaire? Plusieurs de ses proches estiment cette probabilité très forte. Qu'a-t-il donc dit lors de cette déclaration qui lui a valu l'interpellation? Commentaire avec Sidikou Haruna. Ils ne sont presque jamais engagés. Les marchés hebdomadaires fermés. Le coordinateur du comité Union Tillabéri séjourne depuis hier à la police judiciaire. Pour l'heure, ses proches qui n'ont pas encore commenté l'interpellation l'attribuent cependant à la déclaration que le comité qu'il a en charge a tenue samedi dernier à la MJC Diadosekou de Niamey. Supposition corroborée par un communiqué du gouvernement sorti en date du 2 mai 2023 pour dénoncer d'abord les propos tenus à l'occasion de cette déclaration. Dans une déclaration rendue publique par un groupe de personnes se réclamant d'une structure n'ayant aucune reconnaissance légale dénommée Comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Sur les ondes de certains médias, les auteurs affirment le déploiement des forces étrangères, notamment françaises, sur les frontières du Burkina Faso et du Mali, à partir de notre territoire, avec leur côté les mercenaires tchadiens, et fait dans la perspective du lancement d'attaques contre ces deux pays frères et amis. Le communiqué du gouvernement a tenu ensuite à protester contre les propos qu'il qualifie de mensongers et de nature à saper les rapports cordiaux que le Niger entretient avec ses voisins indexés dans la dite déclaration, avant de signifier la décision du gouvernement de porter plainte. Le gouvernement ne saurait accepter que des individus mus par des desseins inavoués cherchent au moyen des mensonges les plus grossiers à discréditer les importants efforts de l'État dans la lutte contre le terrorisme et la préservation de la sécurité des populations et de leurs biens. Enfin, le gouvernement tient à relever que les agissements des auteurs de cette déclaration, qui visent à servir un autre agenda en semant le trouble et le désarroi au sein de la population et des forces de défense et de sécurité, sont constitutifs de plusieurs infractions à la loi pénale et à l'ordonnance numéro 84-06 du 1er mars 1984 portant régime des associations. Aussi a-t-il décidé de saisir la justice afin d'engager des poursuites contre les auteurs, co-auteurs et complices de cette déclaration. Pour le moment, pas de commentaires de la part du comité Union Tillabéri. La commémoration du 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de presse 2023, c'est un cocktail qui a été organisé cet après-midi à l'hôtel Univers de Niamey, une initiative du Conseil supérieur de la communication CSC, une manière de tracer les pistes de solutions pour sauvegarder les acquis de la presse nigérienne. Faisons donc le point avec Ablaziz Mahamadou et Rabioulah. Thème retenu pour la journée commémorative du 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse est façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Occasion pour le président du CSC de relever les aspects significatifs matérialisant la liberté de la presse au Niger. Au Niger, nous disposons de 2 chaînes de télévision publiques, 14 de télévision privée, 78 radios privées, plus de 240 radios communautaires assurant la proximité avec les populations rurales, une quarantaine d'organes indépendants de presse écrite, ainsi que des organes de presse en ligne qui exercent en toute liberté dans l'expression de la diversité des opinions et en toute indépendance. Faut-il également le rappeler que, dans le classement relatif à la liberté de la presse par l'organisation Reporters sans frontières 2010-2011, nous avions occupé le 29e rang mondial avant de nous retrouver aujourd'hui, en 2023, au 61e rang sur 180 pays classés.
La réalité du moment reste la question sécuritaire. Salifou Lobo-Boucher a ainsi invité les hommes et femmes des médias à plus de responsabilités pour la stabilité des États et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit. Dans ce contexte, la désinformation, l'intoxication, la mésinformation et la propagande en ligne et sur les supports traditionnels d'information qui ont pris de l'ampleur ont malheureusement de graves répercussions sur les institutions qui sous-tendent la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis au Niger a aussi placé un mot à l'occasion de ce cocktail organisé à cette occasion par le CSC. Nous croyons que le développement d'un corps de presse robuste et fiable fait partie de la bonne gouvernance universelle. À cet égard, je veux souligner un moment à court des 3 dernières années où la presse nigérienne a fait preuve de professionnalisme et de détermination. C'est un moment que nous devrions tous admirer. Le CSC affirme continuer à assurer l'expression pluraliste des organes dans les moyens de communication, à œuvrer pour un environnement juridique et économique viable pour la libre expression des opinions et des pensées, l'indépendance des médias ainsi que pour l'émergence de véritables entreprises de presse au Niger. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse, le conseil d'administration de la maison de presse Niamey a invité le gouvernement à s'investir davantage pour une presse libre, crédible et indépendante. Il l'a fait savoir au cours d'une déclaration rendue publique ce matin à son siège. La teneur dans ce résumé signé Mohamed Alpha et Ablaye Seydou. Cette journée mondiale de la liberté de presse édition 2023 a été une occasion pour le conseil d'administration de la maison de la presse d'inviter le gouvernement à trouver des pistes de solutions à la situation économique très difficile des médias nigériens. Aussi, la nouvelle équipe du Conseil supérieur de la communication CSC est appelée à redoubler d'efforts pour relever les défis auxquels font face les médias nigériens. Le bureau du conseil d'administration de la maison de la presse réitère son appel pressant au gouvernement de rehausser significativement l'enveloppe destinée au fonds d'aide à la presse, d'accroître les subventions accordées aux médias publics, de revoir à la baisse les amendes prévues dans la loi portant répression de la cybercriminalité au Niger, d'appuyer les radios communautaires dans leur mission de développement à la base. Au Conseil supérieur de la communication, de revenir sur la formule d'octroi direct du fonds d'aide à la presse par la révision de la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, notamment en son article 10. D'accélérer le processus de mise en œuvre du décret portant accès au marché publicitaire de l'État et de ses démembrements. De donner suite aux engagements pris à l'endroit des promoteurs des organes de presse dans la mise en œuvre de la convention collective signée le 29 novembre 2021. Le conseil d'administration de la maison de la presse s'est indigné du classement 2023 du Niger de Reporters sans frontières. Des mesures adéquates doivent être prises pour faire honneur à la presse nigérienne, à en croire Ibrahim Harouna. Dans le classement 2023 de Reporters sans frontières, le Niger a perdu, hélas, 2 points, passant de la 59e place dans le classement 2022 à la 61e place en 2023 sur un total de 180 pays étudiés. Un recul qui nous interpelle tous, pouvoirs publics, organisations socio-professionnelles des médias et les journalistes eux-mêmes, à plus d'engagement dans la défense et la promotion de la liberté de la presse et d'expression au Niger. Cette journée mondiale de la liberté de presse vise à défendre l'indépendance des médias, mais aussi de lutter contre la désinformation, surtout faire la promotion de la liberté de presse et la sauvegarde des acquis de la presse.
En marge de cette journée mondiale de la liberté de presse ici à Niamey, les citoyens estiment que les journalistes nigériens n'ont pas accès à l'information et cela fait élargir les fausses informations. Les avis sont diversement partagés sur la question d'une presse libre et indépendante. Le reportage avec Aïcha Aboubakar et Lucas Ouga. Célébré tous les 3 mai de l'année au plan mondial, la liberté de la presse est le droit reconnu aux journalistes de collecter, de traiter et de diffuser des informations dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Une liberté néanmoins mise en difficulté au Niger par un certain nombre de phénomènes tels que celui de la désinformation. De nos jours, il y a plus de désinformation sur les réseaux sociaux. Supposons qu'il y ait un accident sur une voie. Un riverain peut venir trouver l'incident et le publier sur les réseaux sociaux, sans au préalable essayer de savoir comment se sont passés les faits. Il n'est pas interdit à quiconque de transmettre des informations, mais l'idéal est de transmettre la bonne information. Le difficile accès, voire l'inaccessibilité à certaines sources d'information constitue également une entrave à la liberté de la presse. Ce que nous souhaitons est qu'il soit accordé plus de soutien aux journalistes dans l'exercice de leur métier. Aussi, leur faciliter l'accès à l'information pour mener à bien leur travail. Indissociable à la liberté d'expression, la liberté de la presse est un droit qui, pour être effectif au Niger, nécessite le respect et la bonne pratique des lois et textes en vigueur, mais aussi et surtout le facile accès aux sources d'information. Réunion ce matin du comité de pilotage à Fonds pour la stabilisation des régions du bassin du lac Tchad. Cette rencontre a regroupé les ambassadeurs au Niger, les gouverneurs des régions et autres responsables. Explication avec Souleymane Ousmane et Mamadou Djori. Autour de la responsable du PNUD au Niger et le ministre en charge du plan, les ambassadeurs accrédités au Niger, gouverneurs des régions du pays et autres responsables d'institutions pour ensemble échanger sur la stabilisation à travers le comité de pilotage des fonds pour la stabilisation des régions du bassin du lac Tchad et du Liptako-Gourma. Une rencontre qui tire tout son sens aux yeux des partenaires. La stabilisation rime avec prévention à travers l'éducation, la vaccination, l'électrification, entre autres interventions, et constitue une réponse aux crises en offrant sécurisation pour les populations, solution aux déplacements forcés et favorisant l'érudition. Dans le cadre du Fonds de stabilisation, nous voyons des réalisations concrètes dans différents domaines. Un appui au renforcement du maillage et de la présence des forces de sécurité intérieures sur le terrain. Des prestations nouvelles dans la santé, dans l'éducation, dans l'électrification rurale, dans l'accès aux moyens économiques. Le ministre en charge du plan, pour sa part, a salué les résultats enregistrés du projet tout en rappelant la nécessité de l'implication et de l'accompagnement des partenaires et de tous les acteurs concernés. Je réitère ici la détermination du gouvernement pour une mise en œuvre efficiente de l'initiative de stabilisation dont le but à terme est le retour des populations dans leur village d'origine et la reprise d'une vie normale, conditions nécessaires pour un développement socio-économique durable. Les succès de l'initiative de stabilisation enregistrée dans la région de Difa nous commandent plus d'engagement dans la mobilisation des ressources pour conduire à bon port les actions envisagées au profit des communautés des régions de Dosso, Tawa et Tillabéri. Au cours de cette rencontre, les participants auront droit à plusieurs présentations sur la situation sécuritaire des régions de Difa, Tawa, Tillabéri et Dosso. Aussi, les ambassadeurs accrédités au Niger ont chacun à son tour félicité et remercié à l'initiative et les résultats enregistrés sur la stabilisation des régions concernées.
Installation ce matin du comité consultatif national ad hoc de politique fiscale. Ce comité a pour mission de réfléchir sur les nouvelles politiques fiscales du Niger. Il a été installé par le ministre en charge des Finances. Le compte rendu avec Balima Bourema et Ibrahim Ousmane. Ils sont une trentaine de membres à composer ce Conseil national consultatif national ad hoc de politique fiscale, CNCPF. Il comprend les représentants de tous les ministères clés du secteur privé et des personnes ressources. Son installation procède de la volonté des autorités nigériennes à rendre plus simple la fiscalité dans notre pays. L'objectif est de parvenir à mettre en place une réglementation fiscale, bien sûr, simple, transparente et surtout incitative et équitable pour tous et surtout adaptée à nos réalités économiques. Afin d'atteindre cet objectif, le ministère des Finances est engagé à l'amélioration du système fiscal à travers une reprise de la législation et de la modernisation de l'administration fiscale pour concrétiser la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, pour aller d'une fiscalité centrée vers la mobilisation des ressources, vers une fiscalité de développement. Selon le ministre des Finances, ce Conseil national est chargé de réfléchir sur les nouvelles orientations de la politique fiscale de notre pays. Il aura essentiellement pour mission de formuler des recommandations, des avis et des propositions en matière de politique fiscale aux autorités de notre pays pour que les impôts et les procédures qui seront issus de cette réforme ambitieuse bénéficient de l'adhésion de tous les acteurs de la fiscalité et au-delà de toutes les Nigériennes et de tous les Nigériens. Une présentation sur ce conseil, son organisation, sa composition et son fonctionnement a été faite par le directeur général des impôts, ce qui a permis aux participants d'être mieux édifiés sur les ambitions du gouvernement, notamment en matière de fiscalité, jugée trop rigoureux par les contribuables nigériens. Le centre Mahatma Gandhi de Niamey a servi de cadre ce matin au colloque de réflexion sur l'adaptation de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, couplé au lancement du projet Leadership des organisations des femmes pour la paix et la sécurité au Sahel. Retrouvons Achatou Mahamadou et Omar Boukari. La femme au centre du maintien de la paix et de la sécurité. Repenser et réajuster les approches de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au contexte changeant du Sahel. C'est de cela qu'il s'agit au cours de ces assises de ce présent colloque de réflexion retenu par l'agence onusienne ONU Femmes. Lors des conflits et lors des situations de crise, les femmes et les enfants constituent plus de 84% des victimes. C'est pourquoi les solutions durables à ces crises doivent inclure ces actrices elles-mêmes pour être les maîtresses de leur changement, le changement souhaité et désirable pour elles-mêmes et leur communauté. Reconnaissant cette grande importance des femmes dans la consolidation de la paix, les Nations Unies ont pris à ce jour 11 résolutions qui peuvent être classées en 2 grands groupes. Pour la promotion de la paix, pour une sécurité juste au développement, des partenaires accompagnent les décideurs des pays du G5 Sahel. Ils ont tenu à réaffirmer leur engagement à cette occasion. Le Sahel compte aussi avec un groupe genre très dynamique dirigé par la Banque africaine de développement et la AFD, l'Agence française de développement, qui vise précisément à assurer une intégration transversale de questions de genre dans le programme de développement des membres de l'Alliance Sahel. Plus de la moitié de... Il est donc essentiel de développer des stratégies et des approches de prévention des conflits et de construction de la paix qui se nourrissent des expériences des femmes en renforçant leur participation à tous les niveaux des processus de prise de décision. Et dans ce sens, la meilleure stratégie permettant aux acteurs étatiques et aux bailleurs de fonds d'appuyer véritablement et durablement la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité passe toutefois par le renforcement des capacités des organisations et réseaux des femmes. Devant toutes ces femmes dont elle s'est faite le porte-parole, la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Mme Alohuri Aminata, a fait part des priorités et orientations en faveur de la femme. Le gouvernement dirige
est engagé à renforcer ce potentiel des femmes. Il me plaît de rappeler que l'État du Niger a adopté le 28 septembre 2020 le plan d'action national de deuxième génération pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Sous l'égide du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et sur financement du Royaume des Pays-Bas, les gouvernements des pays du G5 Sahel, ONU Femmes et ses partenaires, les organisations de la société civile et d'autres acteurs au développement auront à pousser des réflexions sur la thématique retenue. Un colloque de réflexion qui a été couplé au lancement du projet Leadership des organisations de la femme pour la paix et la sécurité au Sahel. L'hôtel Galaxy de Dosso abrite depuis ce matin un atelier de restitution du projet Air mis en œuvre par Solstice Niger en collaboration avec ses partenaires. Les participants sont invités à faire des propositions et réflexions pertinentes. Boubacar Amadou et Ablaziz Jibrila pour le compte-rendu. Mise en œuvre depuis 2019 dans 30 centres de santé intégrés du district sanitaire de Dosso et 10 du 4e arrondissement communal de Niamey, le projet Améliorer l'identification des détresses respiratoires par l'ONG Celtis arrive à son terme. Tous les partenaires opérationnels réunis pour cet atelier de restitution des résultats. L'enquête ENAFEM de 2021 n'a pas été satisfaisante, ça je l'ai dit sans embâche. En tout cas, surtout pour ce qui est de la région de Dosso, nous sommes la région qui a régorgé le plus fort taux de mortalité infantile. Et je pense que ce projet va nous contribuer, nous aider à implémenter ce que nous avons acquis à cette phase pilote pour que, associé à d'autres interventions de manière intégrée, nous puissions réduire de manière significative cette mortalité néonatale et infantile pour que nous puissions cheminer vers le développement. On est là aujourd'hui pour voir les résultats, ce que le pays a pu tirer, les bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils en pensent, et les agents de santé aussi, ce qu'on a pu potentialiser. Donc on est venu évaluer ce projet en vue d'une mise à échelle très prochaine, on l'espère. Donc le plus que le pays a gagné, entre autres choses, c'est surtout la formation des agents de santé. Niamey a eu la formation, Dosso a eu sa formation sur la prise en charge intégrée de la maladie des enfants. La mise en œuvre du projet Air consiste à mettre à la disposition des CSI concernés un oxymètre de pôle, ce qui a permis d'identifier rapidement les enfants présentant des diminutions de l'oxygène dans le sang et de les référer vers les hôpitaux de référence, ce qui a favorisé la réduction de la mortalité natale et néonatale. Il a conduit les bénéficiaires à manifester un intérêt considérable accru pour l'identification des problèmes de santé de leurs enfants. L'utilisation de l'oxymètre de pouls a été bien acceptée par les agents de santé dans leur diagnostic, leur décision de référence, et renforce également la confiance des accompagnants des enfants vis-à-vis des agents de santé. Je considère qu'en ce sens, les résultats obtenus nous guideront vers un rôle primordial dans l'utilisation de l'oxymètre de pouls qui contribuera de manière significative à la réduction de la mortalité néonatale et infantile, conformément aux priorités des autorités de la 7e République. Au cours de cet atelier d'une journée, les participants composés des responsables régionaux et centraux des 30 CSI du district sanitaire de Dosso de l'ONG Soltis auront à échanger sur le projet, les résultats obtenus et corriger les quelques manquements afin que cela serve d'outil pour une réduction considérable de la mortalité et la morbidité chez les enfants de moins de 5 ans.
Place à présent à votre rubrique de tous les mercredis, Actu sur le web en compagnie de Balima Bourema. Actu sur le web qui reprend après un bon mois de congé. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web. C'est aussi une reprise après un mois dû au mois de Ramadan. Journée internationale de la liberté de presse, le président de la CNDH plaide pour de meilleures conditions pour les hommes de la presse selon ANP.NE. Mati El Hadji Moussa a fait ce plaidoyer en présidant la cérémonie d'ouverture d'un panel hier mardi 2 mai 2023 à Niamey, entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de presse organisée par le réseau des journalistes sur les droits humains RJDH. Il s'avère impératif de redorer le blason de ce noble métier dans le contexte actuel de démocratie pluraliste qui a cours dans notre pays, a-t-il lancé après avoir constaté que les travailleurs des médias exercent dans des conditions très difficiles, avec notamment le fonds d'aide à la presse jugé insuffisant, des revenus dérisoires, statut salarial précaire, absence d'assurance maladie pour beaucoup d'entre eux. Le tableau n'est pas reluisant, a soutenu le président de la CNDH, pour qui cette situation a pour conséquence l'exposition des professionnels des médias aux différents types de comportements qui n'honorent ni la carrière ni le métier du journaliste. Cette année, indique-t-on, les Nations Unies ont retenu comme thème la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Au regard de ce thème, M. Mati soutient qu'une presse libre et indépendante devient un outil important, sinon incomparable, pour garantir la justice et pour promouvoir et protéger les droits humains. M. Mati El Hadji Moussa a tout de même reconnu que le secteur de la presse a enregistré une avancée majeure au Niger. Au Niger, du point de vue de la liberté de la presse, la situation est assurément à saluer car actuellement, aucun journaliste n'est croupi en prison pour des faits liés à son métier de journaliste. Pour renforcer cet acquis, les conditions matérielles de travail méritent d'être réexaminées et améliorées pour atteindre les meilleurs résultats, a insisté le président de la Commission nationale des droits humains. Selon Aniamey.com, le gouvernement a démenti les propos contenus dans la déclaration du comité Union Tillabéri. Le gouvernement du Niger a publié un communiqué hier mardi 2 mai 2023 pour démentir les allégations infondées d'un groupe non reconnu appelé Comité Union Tillabéri pour la paix, sécurité et la cohésion sociale, selon le site aniamey.com. Les membres de ce groupe avaient déclaré sur les médias que des forces étrangères, y compris les Français et les mercenaires tchadiens, avaient été déployés depuis le territoire du Niger pour attaquer le Burkina Faso et le Mali. Dans sa déclaration, le gouvernement a fermement rejeté ces allégations et a déclaré qu'elles étaient destinées à nuire à la réputation du pays auprès de la communauté internationale et de ses voisins. Le gouvernement apporte un démenti formel à ces accusations infondées dont l'objectif est de porter atteinte à la crédibilité et à l'image de notre pays, a déclaré le communiqué, et de rappeler que le gouvernement, le Niger, est profondément attaché à la souveraineté de chaque État et entretient des liens particuliers de fraternité et de solidarité avec le Mali et le Burkina Faso, surtout dans le contexte actuel de notre combat commun contre le terrorisme. Le gouvernement a également déclaré que les allégations de ce groupe non reconnu étaient une tentative de semer le trouble et le désarroi parmi la population et les forces de sécurité du Niger. Le gouvernement tient à relever que ces agissements des auteurs de la déclaration qui vise à servir un autre agenda en sémant le trouble et le désarroi au sein de la population et des forces de défense et de sécurité sont constitutifs de plusieurs infractions à la loi pénale et à l'ordonnance 84 saisit la justice pour engager des poursuites contre les auteurs, co-auteurs et complices de cette déclaration. Lancée en début d'année, l'opération de marquage des armes légères peine à se concrétiser selon Deutsche Welle. Dans le but de maîtriser le contrôle des armes qui circulent au Niger, les autorités, conformément aux dispositions de la CEDEAO, ont lancé en début d'année l'opération dite marquage des armes.
Selon le correspondant de la Deutsche Welle, dans les locaux de l'ancienne direction de la surveillance du territoire, où siège désormais la Société nigérienne de marquage des armes, les usagers ne se bousculent pas. En effet, l'engouement enregistré il y a 4 mois au lancement de l'opération laisse désormais place à une lassitude. Une opération qui vise pourtant à protéger les détenteurs d'armes de petits et gros calibres dans un contexte d'insécurité. L'opération, qui n'a pas encore dépassé le territoire de la capitale, n'a toujours pas touché la moitié des armes en circulation selon Albert Paul Karimou, directeur des opérations de la Société nigérienne de marquage des armes. Pour les vendeurs d'armes, c'est une opération qui permettra avant tout de limiter la circulation des armes illégales. La plupart de ceux qui détiennent légalement des armes au Niger les ont acquises soit pour la chasse, soit pour se protéger, car le pays fait face à un banditisme récurrent auquel s'ajoutent des attaques terroristes. L'État encourage les citoyens détenant des armes à les faire marquer afin de pouvoir contrôler leur existence sur le territoire nigérien et vérifier si celles-ci ont été utilisées pour commettre des crimes accomplis le site. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations de la toile. On se retrouve la semaine prochaine. Les adieux. Merci beaucoup Aminatou Yaya Maïga. Merci beaucoup chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision préférée.